Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce congrès qui nous donnent l'occasion de revoir de vieux amis, de reprendre des questions que nous nous posons depuis un certain temps. Et puis, je remercie aussi les institutions qui ont rendu ce congrès possible. Les sites dont je vais parler, je remercie aussi Lise qui a introduit et qui, en fait, on ne s'est pas assez concerté, mais c'est très bien. Ça se termine très bien parce qu'en fait, on se complète. En réponse, on peut peut-être aussi apporter d'autres réponses aux questions qui ont été posées. Les sites dont je vais parler sont le pointeur. Comment il marche? Ah oui. Sont deux sites sur la route de Coptos à Myosormos, Maximianon et Crocodilo. Trois sites, alors donc deux présidia. Trois autres présidia sur la route entre Coptos et Béréniké, Didumoy, Dios et Xéron. Et un site de carrière de Missiané, Kainé-Latomia, qui fait partie de l'ensemble du Porphyrites. Comme l'a dit Lise, c'est un travail d'équipe. J'ai eu la chance, pour Didumoy, qui était un site particulièrement abondant en textile, d'avoir l'aide de Hero Granger Taylor, qui avait travaillé sur les textiles de Masada, qui présentent eux aussi, donc en Israël actuel, qui présentent aussi de grands parallèles avec ce que nous trouvons dans le désert oriental d'Égypte. J'ai eu aussi la chance immense d'être secondée tout le temps par une conservatrice extraordinaire, Danielle Nadal, qui est en même temps une sportive de haut niveau et qui a pu s'attaquer aux défis sportifs presque représentent la préparation des tissus. Et nous avons eu la chance aussi de bénéficier des analyses de colorants de Witold Nowik. Le travail est effectivement assez dur. En fait, vous avez vu donc les cantines remplies de matériel à trier. Sur les sites, ici à Didumoy avec Hero Granger Taylor, on a la chance de pouvoir trier les textiles sans manger trop de poussière. Donc on fait ça le matin et la poussière rejoint les sables du désert. Et à Kuft, au magasin des antiquités de Haute-Égypte, où se retrouvent tous les textiles qui n'ont pas pu être étudiés dans une saison, soit par manque de temps, soit parce que les spécialistes textiles n'ont pas pu venir. Il nous reste à ressortir des sacs des cantines pleins de toutes les saletés qui les accompagnent, et pour pas trop salir les lieux et incommoder nos collègues, on fait ça dehors dans le jardin. Et le simple travail de triage, étant donné les milliers de tissus qu'a évoqué Lise, vous multipliez par le nombre de sites, ça fait un travail considérable. Au départ, je pense que nous avons tous espéré pouvoir étudier l'intégralité des fragments textiles, et c'est la mort dans l'âme qu'on se résigne à, au bout d'un certain temps, essayer de sélectionner des choses qui paraissent importantes, justement pour pouvoir vous parler des apports de ces textiles sans vous faire perdre trop de temps. Vous voyez ici donc Danielle Nadal, parce qu'une fois qu'ils ont été triés, il faut aussi souvent les aplatir, puisqu'ils ont été écrasés dans les dépotoirs que vous allez voir très prochainement, et les mettre à plat, tout simplement les nettoyer pour pouvoir les compter, les observer, c'est ce en quoi consiste notre travail d'analyse textile. Et même, et ça je crois que c'est Dany, par sa présence constante, qui a inauguré ce tour de force d'arriver à remettre en forme et de rendre figure humaine, en quelque sorte, à quelques pièces qui nous semblaient importantes, pas forcément pour l'histoire des textiles, ni même pour l'histoire du costume, bien qu'elle le soit, mais aussi pour leur aspect humain, pour se représenter ce que les gens avaient sur le dos dans ces sites. C'est un peu ça l'apport des textiles, finalement, je terminerai là-dessus, mais c'est cet aspect humain. Ils donnent vie, leur étude donne vie à ces sites un peu austères, a priori.
nos favoris, enfin ce qui nous apporte tous ces éléments, ce sont les dépotoirs. Alors je vous les montre, tous ceux des sites dont on va parler. Alors vous voyez l'importance de ces dépotoirs. Celui de Di Dumoy, ils sont très volumineux, très grands, très épais, très, très larges, et à peu près, enfin, c'est difficile de faire une estimation exacte, mais je dirais que autour de 10% de ces dépotoirs sont constitués de fragments textiles, de chiffons écrabouillés, compressés dans ces couches. Et l'importance de ces trouvailles tient en grande partie à un art auquel je rends hommage, c'est celui de nos collègues archéologues qui non seulement ont élaboré une expertise dans la stratigraphie des dépotoirs qui nous permet de dater sûrement certains textiles, en accord avec les papyrologues qui mettent en relation donc, ces couches de dépotoirs avec des ostracas datés et qui nous permettent d'obtenir pour certains textiles, comme celui que vous voyez ici, des datations qui sont incroyablement plus fines que les datations du style carbone 14 auxquelles sont réduits certains collègues qui travaillent avec des textiles déposés actuellement dans des musées, mais qui n'ont pas été, dont la provenance archéologique n'est pas certaine ou pas documentée. Vous avez ici donc cet exemple qui est capital. En fait, il s'agit d'un coussin, d'un oreiller, on peut dire, qui a été trouvé à Di Dumoy. Vous voyez que par un hasard très heureux, c'est à la fois une pièce presque entière dont on peut reconnaître la fonction, et d'autre part qu'il est daté particulièrement précisément, enfin dans la mesure son dépôt est daté précisément. Et il a aussi plusieurs caractéristiques intéressantes. C'est que d'une part, par un heureux hasard de nouveau, il correspond à un type de production qui inscrit dès le départ ces textiles dans un ensemble plus vaste, c'est-à-dire la production textile du monde méditerranéen dans son ensemble, du monde romain dans son ensemble, avec la possibilité de trouver des illustrations comme l'a fait Lise, qui montre l'utilisation très, très développée, très fréquente de ce type d'ameublement, de tissu d'ameublement, puisqu'on le retrouve sur des peintures de Pompéi. Ces rayures rouges et blanches que vous voyez sont caractéristiques de nombreux coussins. Ce qu'il a aussi d'intéressant, ce coussin, c'est qu'il nous a ouvert les yeux, grâce aussi à l'œil particulièrement exercé de Hero Granger Taylor, sur le fait que ces datations relativement précises que nous obtenons grâce à nos collègues sont effectivement des dates de dépôt, c'est-à-dire les dates les plus récentes pour un textile. C'est ce que nous avons trouvé une fois que l'enveloppe extérieure du coussin a été étudiée. On a trouvé à l'intérieur, comme rembourrage, d'autres plus petits coussins ou des espèces de liasses de textiles qui ont bien montré l'importance du recyclage des textiles par les centenarii, déjà bien décrits pour Rome, et aussi cette multiplicité des réutilisations. Il y a un véritable cycle de récupération du textile qui est malgré tout une production qui prend du temps pour le filage, pour le tissage, pour les apprêts. Et on abandonne tous ces résidus dans un dépotoir qu'au bout d'un long cycle d'utilisation possible. Une conséquence est qu'il faut se poser des questions quand on trouve des textiles très précieux, comme ce minuscule fragment là-haut d'une tunique en toile très fine, tunique que nous identifions grâce aux finitions, bordure de fin et lisière de côté, et qui s'est trouvée non seulement très fine, mais aussi décorée d'un petit signe à la vraie pourpre
clairement identifiés par la présence des composants de la pourpre, dibromo-indigotine, monobromo-indigotine, c'est-à-dire les indigoïdes bromés, et qui nous permet de faire le lien avec des représentations de cercueils peints, comme vous le voyez ici, avec aussi cet enseignement que certains des textiles que nous avons peuvent remonter à facilement 50 ans plus tôt. Parmi ces textiles, il y en a d'extraordinaires, voire uniques, comme de nouveau cette espèce de casque symbolique, on pourrait dire plutôt sous-casque, qui est aussi, qu'on peut aussi mettre en parallèle avec l'iconographie presque contemporaine, si on pense justement à ce décalage dû à l'usure, à l'utilisation jusqu'au dernier moment, voire au recyclage des textiles. Et il est unique également par la performance, le chef-d'œuvre qu'il représente du point de vue technique, avec un tissage tridimensionnel, donc en forme, où plusieurs chaînes se rejoignent à cet endroit, une bande de tapisserie, et puis surtout un type de tissu bouclé qu'on avait trouvé jusque-là en grande quantité qu'à Attar, en Irak. Donc aussi, ce type de découverte nous apporte plusieurs types d'enseignements, y compris donc ces relations entre différents pays du monde antique, et qui doit être mis en relation justement avec une des questions qui a été posée, celle de la provenance de ces textiles. Justement, cette abondance de tissage avec des bouclés sur les deux faces en Irak laisse penser que ce casque est venu avec un auxiliaire de l'armée romaine qui venait probablement du Moyen-Orient. On verra d'autres. J'ai eu la même réflexion que Lise. C'est vrai que la majorité de ces fragments, des milliers, sont de la toile. Mais sont des toiles, des multiplicités de toiles. C'est le point de tissage, l'armure de tissage la plus simple, comme vous le savez, mais la variété des sens de torsion des fils employés, en chaîne, en trame, la densité avec laquelle ils sont assemblés. On a des toiles équilibrées, des toiles où la trame couvre presque la chaîne, des toiles très très fines, du type mousseline, très légères, très, très ouvertes. Et puis, il y a aussi les couleurs qui ne manquent pas. Et donc, l'apport de ces textiles, un des grands apports de ces textiles, c'est justement leur nombre et la vision statistique, la valeur des statistiques qu'on peut élaborer à partir de cette expérience d'étude de ces textiles. La toile est récurrente, mais on trouve aussi, comme l'a déjà montré Lise, des textiles très élaborés qui demandent des techniques déjà très compliquées de tissage et pour lesquels il donne des exemples plus anciens que la plupart de ceux qu'on trouve dans les musées sous des formes beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus esthétiques. Donc on a des exemples dans pratiquement tous les sites, aussi bien militaires que de carrière, de ces tactés qu'on retrouvera plus tard avec des dessins très, très ornés dans les musées et surtout dans les sépultures, dans les sites où les textiles proviennent de sépultures de personnages prestigieux. Quelque chose qui a aussi été très très important et qui est particulièrement fréquent dans les sites de Présidia, ce sont les damassés à carreaux qui n'étaient connus pour cette époque qu'à Palmyre jusque-là. Donc là, de nouveau, se pose le problème des relations entre notamment l'Égypte et la Syrie. Et l'abondance de ces damassés dans les sites, dans pratiquement tous les sites du désert oriental d'Égypte, montre qu'il s'agit d'un type de production qui a été extrêmement maîtrisé par les tisserands, là certainement égyptiens, en tout cas c'est une technique qui est partagée entre les Égyptiens et les Syriens, avec une multiplicité de combinaisons de ces tissus assez complexes. L'importance de ces textiles, c'est qu'ils nous permettent donc de donner figure humaine
à la vie dans ces présidia, grâce, entre autres, à leur contemporanéité avec la grande période des peintures funéraires, des portraits funéraires, et qui nous permettent de reconnaître certains fragments dans les vêtements portés par des soldats, distingués évidemment par leur baudrier, avec des similitudes vraiment proches. Ils nous ont apporté beaucoup d'éléments sur les principaux vêtements qui sont partagés par les militaires et les civils, le plus important étant les tuniques. Du point de vue des dimensions, la présence de fragments plus grands, qui est relativement exceptionnelle néanmoins, avec la présence des claviers qui nous permettent de situer l'endroit où se place le fragment, a conforté en grande mesure les mesures déjà apportées par des vêtements complets qui avaient été trouvés en Israël dans la grotte des Lettres. Donc de nouveau ce lien Égypte, Moyen-Orient, Levant, et a précisé certaines mesures, notamment la largeur entre clavus et épaules, et a permis aussi d'établir des moyennes à partir du nombre de textiles, de tuniques qu'on peut mesurer dans les différents sites. Elle nous a donné aussi des idées sur l'importance des arrangements de couleurs sur les tuniques notamment. Et ça soulève une question. Alors évidemment, comme vous le voyez, la plupart des fonds sont non teints. Donc les deux bandes décoratives en laine teinte supposent relativement peu de matière et permettent de combiner différentes couleurs. Les fonds teints, qui supposent beaucoup plus de laine teinte, ne sont néanmoins pas du tout rares. Et la présence de combinaisons récurrentes dans certains sites m'amène à poser une question qui généralement fait se dresser violemment les spécialistes du costume militaire, mais vu du point de vue des spécialistes des textiles, il est quand même temps de poser la question de l'existence d'un uniforme au sein de l'armée romaine, en tout cas la question d'une manière préférée de se vêtir et de choix préférentiels de combinaisons de couleurs au sein de certaines unités d'auxiliaires. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'approfondir avec l'aide des collègues papyrologues qui pourront me dire qui était où et à quel moment. Cette question des couleurs se complète aussi par l'infinie variété des combinaisons des sens de filage de la chaîne et de la trame. Ça paraît un peu question un peu de détail, mais en fait, ce sens du filage des fils, c'est quelque chose qui est complètement viscéral chez les femmes, c'est-à-dire chez les fileuses. Toutes les femmes filent, et elles filent tout le temps, à tous leurs moments, à tous leurs instants de libre. Si elles ne sont pas les deux mains occupées par autre chose, elles filent. Et c'est quelque chose qu'elles apprennent toutes petites, peut-être à 3 ans, et qui est complètement un réflexe. Et donc on file en marchant, on file en faisant toutes sortes de choses. Et ce filage en S nous est apparu, on le savait déjà pour les époques pharaoniques, mais il continue aux époques romaines à être vraiment quelque chose de fondamental, de vital pour les fileuses égyptiennes. Et l'habitude inverse, c'est une question d'outillage aussi, de fuseau et de quenouille, et l'habitude inverse de filer en Z avec la main droite, avec un fuseau pendant, et aussi tout aussi naturel et presque, inné chez les Grecs, qui sont arrivés en Égypte et qui apportent tout leur savoir-faire et leur influence. Une autre chose que nous avons appris sur les tuniques, c'est l'arrivée à la fin du second siècle et au début du troisième, l'arrivée d'un autre style de tunique à manches et avec un décor tout à fait nouveau
où les clavis sont interrompus et terminés par des flèches. Alors ça aussi peut être mis en accord avec d'une iconographie toute proche, puisqu'on a une représentation donc, d'un militaire portant une de ces tuniques avec des flèches. Le portrait a disparu, même avant la Révolution et surtout maintenant. Il était autrefois conservé au musée archéologique de Luxor. Et il y a un très grand parallèle avec justement donc ces fragments de tuniques que nous avons retrouvés uniquement à Didumoy pour le moment et qui correspondaient dans l'iconographie soit à ce portrait que vous avez vu précédemment, soit à deux figurations, enfin deux sculptures du tombeau 186 à Palmyre. Donc de nouveau le lien avec la Syrie, avec le Moyen-Orient. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un autre personnage du même banquet du tombeau 186, portant lui aussi une tunique avec un décor de double flèche, pas très visible sur la... Elles sont là. Ah non, elles sont là, excusez-moi. Triple flèche que nous avons retrouvée également à Didumoy. Bon, ça pourrait être un simple hasard, sauf que à Didumoy, à l'époque de ces textiles, sont présents des auxiliaires palmyréniens qui ont été nommés, enfin qui sont nommés sur une liste qui est publiée par Hélène Cuvigny et Adam Bulot-Jacobsen. Et donc nous avons la certitude de la présence de ces palmyréniens qui étaient célèbres pour leur compétences en tant qu'archers. Alors, est-ce que ces flèches sont destinées à signaler le fait qu'il s'agit d'archers et afficher leur fierté de leur spécialité, ou si est-ce que c'est un simple décor? C'est à discuter. Vous voyez, alors l'intérêt de ces sites, comme je l'ai déjà dit, c'est leur abondance. Donc, on voit, s'il n'y en a que 2 fragments d'un type de tissu, et que par hasard ils sont semblables, filage S et certains types de tissage, on va dire, les vêtements de ce type étaient tissés de cette manière. L'abondance de nos découvertes montre qu'il y a une très grande variété qui est due justement à cette interpénétration, à cet mélange d'influences. Le fait d'être arrivé sur le sol égyptien, de vivre au contact avec des serviteurs, des esclaves peut-être égyptiens dans un gynécée ou dans un atelier textile, va influencer la personne de descendance grecque qui est arrivée avec sa maîtrise du tissage de la laine. Et de même, les Égyptiens qui, depuis les époques pharaoniques, sont des experts extraordinaires dans le filage et le tissage du lin, vont être impressionnés par cette expertise qui leur arrive de Grèce. Et on est, au 1er siècle de notre ère, déjà dans un espèce de melting pot technique du point de vue textile, qui est très intéressant, un peu complexe à déchiffrer, mais très intéressant. Pour un autre type de vêtements, on a nos études, les textiles ont apporté aussi énormément d'informations sur justement l'abondance de ce type de vêtements, les couleurs employées. Et vous le verrez, le fait que la petitesse du décor de ce Imation Pala, de ces Imation Pala, permet l'utilisation de colorants prestigieux sans que cela coûte trop aux clients. Un autre apport a été, alors ça c'était tout à fait extraordinaire, c'est cette abondance de la présence de capes décorées de bandes de couleurs, capes à capuchon. Une est représentée dans cette peinture bien connue de Pompéi, avec cet effet du capuchon qui est... La cape est tissée en forme, avec une lisière courbe, et à la fin, les deux bords, les deux moitiés du haut sont cousus ensemble pour former un capuchon qui, dès ce moment, va présenter ce décor caractéristique de bande. On a aussi des fragments très importants et significatifs de ces lisières courbes que je vous mentionnais, avec la possibilité soit de les rentrer de rentrer la trame presque complètement dans la lisière, ou de la faire largement déborder en boucle,
comme dans ces exemples. Alors ce sont typiquement des capes qu'on retrouve sur tous les portraits de militaires avec des baudriers et qui sont très intéressants du point de vue tissage, on va le voir plus loin, et aussi du point de vue teinture, car il s'agit d'un bleu marine dû à l'indigo très très foncé, mais pour le rendre encore plus foncé, j'ai pas de photo microscopique, mais il avait été en plus reteint avec une teinture rouge, la Garance, pour lui donner un ton presque noir. Il y a une grande diversité de tissages compliqués, d'armures complexes dans ces tissus, dans ces vêtements qui ont l'air à première vue assez uniformes et qui reflètent justement ce mélange d'influences dont je vous parlais plus tôt. Certaines de ces capes ont dû être produites dans un milieu de tisserand égyptien et d'autres dans un milieu de tisserand grec, ou d'origine grecque du moins. Vous voyez cette diversité d'armures, donc un sergé 1 lit 2 ou 1 lit 3, le nombre la proportion entre les fils de chaîne et les fils de trame, le sens de filage, tout ça varie, alors qu'au départ, on a pensé qu'ils étaient très uniformes. De nouveau, d'autres fragments très importants de capes tissées en forme semi-elliptique ne trouvent de parallèle iconographique meilleur que dans des sites du désert de Palmyre, à Doura Europos, avec le tribun qui porte une cape blanche qui pourrait être celle-ci, et les centurions qui sont, eux, vêtus de couleur plutôt orange-marron. C'est une des premières photos de cette fresque qui a disparu. Donc vous voyez qu'à partir de là, quand on sait comment le vêtement a été tissé et quels en sont les détails, et on retrouve dans tous les sites des fragments. C'est comme un puzzle. Chaque nouveau site apporte un nouveau morceau de ce décor, avec ce capuchon entier retrouvé à Didumoy, qui me permet de faire la transition avec la dernière partie de mon exposé et qui est peut-être originale à nos travaux, c'est-à-dire les résultats des analyses de colorants effectuées par Witold Nowik, avec la découverte de nombreux, d'un certain nombre de vêtements qui étaient décorés avec de la vraie pourpre. Alors je vous mets ici des photos des coquillages méditerranéens producteurs de la pourpre, en très petite quantité, puisque la pourpre est contenue dans cette glande hypobranchiale, donc on va avoir quelques gouttes du précieux colorant. La question reste ouverte de la possibilité qu'un mollusque, que Martine Le Guillou vous a montré hier sur une photo, un mollusque à pourpre de la mer Rouge, ait été utilisé. Mais on n'a pas jusqu'ici l'échantillonnage nécessaire pour vérifier cette hypothèse. Nous serions en mesure de le faire puisque, par une heureuse coïncidence, à la même époque où Witold Nowik a pu travailler sur les textiles du désert oriental d'Égypte, il était absorbé dans un projet de recherche européen destiné à affiner justement les techniques d'analyse de la pourpre afin d'arriver à en distinguer tous les différents composants, afin de proposer justement une espèce de cartographie, une espèce d'empreinte digitale de la vraie pourpre obtenue de mollusques qui a permis à Witold de l'identifier absolument sans aucun doute sur les textiles que je vais vous montrer maintenant brièvement. Pour savoir ce que pouvait coûter l'utilisation de cette pourpre, il fallait voir dans quel contexte et en quelle quantité elle était utilisée. Donc vous voyez, ça nous a permis, le fait d'avoir ces analyses fines des textiles nous a permis de savoir quelle était la grosseur des fils et le nombre de fils qui étaient placés par centimètre dans ces trames pourpres, et donc de calculer la quantité totale de fils qui avaient été utilisés pour tel ou tel vêtement. Ici, c'est infime, comme vous le voyez, avec peut-être 3 centimètres de fil teint en pourpre, on arrive à réaliser ce signe. Et vous avez ici la composante des pourpres, donc dibromo-indigotine, c'est la composante que tout le monde connaît. Dans la plupart des sites
du désert oriental d'Égypte. C'est un autre composant de la pourpre qui marque déjà soit l'utilisation d'un coquillage avec plus de bleu dans sa production, soit un commencement de débromination de la teinture due à l'exposition à la lumière qui apparaissent avec le plus de fréquence. C'est encore plus vrai ici avec ces clavis d'une tunique découverte à Didumoy. Dans certains cas, la débromination, oui, c'est bientôt fini, dont je parlais, a été poussée si loin qu'en fait, la pourpre commence à apparaître sérieusement bleue. Et on a aussi les cas qui ont été identifiés où le tisserand, le teinturier et son client ont souhaité rendre de nouveau la pourpre plus violette en ajoutant un colorant rouge, dans ce cas, le kermès des teinturiers, un autre colorant précieux. C'est aussi le cas pour ce fragment de décor d'un pallium qui est teint à la vraie pourpre. Ces deux petits bouts de gamma sur un autre pallium, où la présence de monobromo-indigotine est très, très forte aussi, et dans ces capes à capuchon, où les bandes sont entièrement teintes à la vraie pourpre, avec celui-ci que vous avez déjà vu, où la pourpre avait déjà commencé à être tellement débrominée, commençait déjà à être tellement bleue comme de l'indigo, qu'on a souhaité la rendre de nouveau rouge avec l'utilisation de kermès et de garance. Alors, ça nous donne, bon, c'est pas une obsession de la pourpre, il y a des purprologues qui s'auto-désignent ainsi. C'était pas du tout notre propos. Le propos était de savoir justement, de faire le lien avec nos collègues papyrologues, de s'apercevoir qu'il y avait un poids standard utilisé pour calculer la quantité de pourpre destinée à réaliser un vêtement, que ce poids standard, on en connaît le prix grâce à certains papyrus aussi, et qu'on s'aperçoit ainsi que le prix d'un statère de pourpre n'est pas si démesuré qu'on a cru pouvoir le dire pour d'autres époques, des époques plus tardives. Et la découverte par nos collègues papyrologues d'un ostracone non publié, je remercie Adam Bülow-Jacobsen pour sa transcription et sa traduction, a permis de voir que des travailleurs sur les carrières pouvaient envisager de s'offrir une tunique décorée à la pourpre. Il n'est évidemment pas assuré que ça soit de la vraie pourpre obtenue de coquillage, mais ça n'est pas du tout exclu non plus, vu cette nouvelle vision que nous apporte ces textiles d'une pourpre qui est accessible d'une part directement et à l'état de vêtements neufs par des populations à peu près assez modestes du point de vue social, soldats ou travailleurs qualifiés, mais aussi peut-être par le biais du recyclage des textiles et à l'état de chiffon et à l'état de rembourrage de matelassé, comme elle peut arriver, la vraie pourpre peut arriver jusqu'au fond du désert oriental. Il y a une conclusion autre que ces remerciements qui sont vraiment ce qu'il faut tirer évidemment de notre travail en commun, c'est cette inscription de ces textiles qu'on trouve au fin fond du désert, dans en réalité un ensemble beaucoup plus vaste. Notre collègue qui présentait l'alimentation hier a très bien terminé sa présentation par un globe. Il s'agit effectivement de gens qui ont l'air d'être isolés au fin fond du désert, mais on est ici dans un ensemble, l'ensemble du monde romain, de l'Empire romain, et aussi bien les soldats eux-mêmes, les auxiliaires, représentent justement cette diversité du monde romain, que aussi leurs vêtements, soit qu'ils apportent avec eux du pays dont ils viennent, que les vêtements qui leur plaisent en Égypte et qui peuvent s'offrir, et qui eux-mêmes ont été fabriqués soit par des indigènes qui se sont formés à d'autres techniques, soit par l'apport des Grecs puis des Romains qui se sont acclimatés en Égypte en apportant
non seulement leur goût vestimentaire, mais aussi leur technique de fabrication. Donc on n'est pas du tout au fin fond du désert, on est vraiment au cœur du monde romain. Merci. Merci Dominique pour cette fascinante...